Guten Abend und bonsoir, liebe Zuschauer. Bienvenue dans ce numéro d'Arte Reportage. Le président Obama était en Birmanie la semaine dernière. Nous y allons également aujourd'hui pour prendre le pouls de ce pays en pleine mutation. Et qu'un jour, la Birmanie sera un pays comme les autres. Et que nous serons des filles comme les autres. Sie sind die Gesichter einer ganzen Generation. Elles incarnent une génération qui veut croire à une nouvelle ère. Ce sont les chanteuses du premier girls band du pays. La jeunesse se saisit de cette liberté à laquelle les anciens n'osent pas encore croire. Mais pour commencer cette émission, direction le Mali. Difficile d'expliquer aux 400 000 personnes en fuite, aux femmes enfermées parce qu'elles ne sont pas voilées, que contrairement à leurs attentes, une éventuelle intervention militaire contre les islamistes dans le nord du pays n'aura pas lieu avant des mois. Les 3300 soldats d'Afrique de l'Ouest sont certes déjà prêts, mais l'armée malienne, elle, a besoin de temps pour être formée. Puis arrivera la saison estivale, trop chaude, et ensuite la saison des pluies. Avant septembre 2013, aucune action militaire n'est envisageable. La ville de Mopti se trouve seulement à quelques kilomètres de la zone occupée. C'est là que Pierre Cresson et Sylvain Pack ont rencontré ceux qui veulent reconquérir leur pays, quel que soit le prix à payer. Personnes déplacées, victimes d'exactions, d'humiliations, ils forment une sorte de seconde armée qui ne manque pas de détermination. Silence dans le rang. C'est une armée en guenilles qui se lève aujourd'hui dans le désert malien. Où sont tes rangers? J'en ai pas. T'en as pas? Non, j'en ai pas. Gandakoy, les maîtres de la terre, c'est le nom de cette milice. Elle est constituée de civils, paysans, commerçants ou étudiants venus surtout du nord du pays. Parmi eux, Zenabou Naïga, 21 ans. Cette étudiante en économie s'est engagée il y a 8 mois. Pose bien ta main sur le chargeur. Elle a fui sa ville de Gao dans le nord et a atterri ici, quelques kilomètres au sud de la zone occupée par les islamistes. Son engagement au sein de la milice Gandakoy est motivé par un profond désir de revanche, de vengeance même. Si on nous donne des armes aujourd'hui, nous n'attendrons ni l'armée ni la CEDEAO. À partir d'aujourd'hui, je suis une criminelle. Tous les barbus qui se présenteront devant moi, tant pis pour eux. Si nous commençons à égorger, on ne s'arrêtera pas. Mon grand-père a été enterré à Gao. Moi aussi, je veux mourir à Gao. C'est pour ça que je suis là. Dans cette milice, les femmes ne sont pas les moins déterminées. D'autres femmes portent des colliers, et moi je porte ça. On s'endort ensemble, on se réveille ensemble, je suis prête. On s'est parti, on a lutté sur le feu de l'ennemi. L'héros des malheurs, c'est pour chanter aux couleurs la chanson de la victoire. Les ennemis de Zenabou, ce sont ces hommes. Ils seraient plus de 5000, parmi lesquels des enfants soldats. Ils appartiennent à plusieurs milices puissamment armées. En avril dernier, cette nébuleuse islamiste a mis en déroute l'armée malienne et contrôle depuis tout le nord du pays. Les villes de Tombouctou, Kidal ou Gao vivent désormais sous le régime de la charia. Dans les rues, les femmes sont voilées, les mausolées sont détruits au nom du Coran, les hommes sont arrêtés pour une simple cigarette. Quant aux voleurs, les peines sont sans appel, ils risquent l'amputation. Le Mali est un pays coupé en deux. À 600 km au nord-est de la capitale Bamako,
Mopti est le dernier rempart face aux rebelles islamistes, la ville où s'organise la reconquête. Posée au bord du fleuve Niger, on la surnomme la Venise malienne. Sa mosquée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville de Mopti est le point d'entrée des touristes qui visitent le pays d'Ogon. Les meilleures années, on pouvait compter jusqu'à 100 000 touristes. Mais aujourd'hui, ils ont déserté la ville. Hôtels et restaurants sont vides. Pourtant, Mopti est encore préservé de l'islam radical qui prévaut au nord. Pour les anciens, pas question de tomber dans la surenchère avec les groupes armés du nord du pays. Ils ont des armes et pas nous. Nous sommes musulmans, mais nous ne voulons pas d'armes. S'ils viennent ici, ils sont plus forts que nous. Un bon musulman ne doit pas faire peur à son voisin. Nous cherchons à mettre fin à cette situation sans perdre de vies humaines. Voilà. Un islam pacifique en guise de rempart contre l'extrémisme qui s'est abattu à quelques kilomètres de là. Chaque jour, sur la route qui vient du nord, c'est le même cortège d'autobus qui descend vers Bamako. Ils sont le symbole de l'exode qui frappe le pays. D'après les Nations Unies, plus de 400 000 personnes ont déjà fui le nord du Mali. Tout près de la ville de Mopti, ce checkpoint est un point de passage obligé. Il sépare le nord, contrôlé par les groupes islamistes, du sud, sous l'autorité de l'armée du gouvernement. La frontière intérieure, qui divise désormais le pays, passe à cet endroit. Vous cherchez quoi? On cherche des armes. Chaque jour, plus d'une centaine de véhicules s'arrêtent ici. Bonsoir, monsieur. Votre carte est périmée, hein? Merci. Puis votre carte, s'il vous plaît. Vous venez d'où? Gao. Vous avez quitté Gao. Vous allez où comme ça? Bamako. Okay. Ces passagers qui viennent du nord doivent désormais respecter la charia. Elle régit leur vie dans les moindres détails. Bon, les femmes sont derrière parce que les islamistes demandent qu'on mette les femmes par derrière, bon, les hommes par devant. Souvent, ils nous obligent même à faire des traverses des rideaux là, pour les séparer entre hommes et femmes là. Au nord, le voile intégral est désormais la règle. Certaines s'en accommodent, je ne veux pas la lever. d'autres pas. Depuis que j'ai quitté là-bas, j'ai enlevé le voile. On nous oblige à porter le voile. Ah. Même quand on a son cellulaire qui est de la musique, on en retire. Les bagues, on enlève. S'il y a des bracelets, on enlève. Il y a tout. La télé, on ne peut pas voir la télé là-bas. Il n'y a pas de musique. Rien. Certains passagers poursuivent le voyage jusqu'à Bamako. Pour d'autres, il se termine à Mopti. À quelques kilomètres de la ville, ce camp de déplacés abrite une centaine de tentes et autant de familles qui ont fui le nord. La plupart d'entre elles sont ici depuis plusieurs mois. Ce sont les pauvres parmi les pauvres, ceux qui n'ont personne pour les accueillir. Bintou a 33 ans et 6 enfants. Le dernier est un enfant de l'exil. Au début de la guerre, j'étais enceinte de 2 mois. Les islamistes sont venus, ils ont cassé ma maison, ils ont volé nos affaires, ils ont tout pillé. Ça a été très difficile d'accoucher ici. Si j'avais accouché chez moi, tout aurait été beaucoup plus simple. Déjà, j'aurais pu manger à ma faim.
La naissance de son fils fut rapidement suivie d'un deuil. Ma mère était très malade. Ma sœur l'a amenée ici, mais maman n'a pas supporté. Elle est morte au camp. Bintou est originaire de Kidal, la première grande ville du Nord tombée aux mains des rebelles en mars dernier. Après plusieurs mois dans ce camp, le mal du pays gagne la famille. Moi, je veux rentrer chez nous à Kidal. Que Dieu maudisse Kidal. Si tu dis que tu vas à Kidal, je te mets une fessée. Même ton père, il ne peut pas rentrer à Kidal. Je veux y aller. Le fils de Bintou n'est pas le seul à vouloir rentrer chez lui. D'autres habitants venus du Nord sont même prêts à tous les sacrifices. Au petit matin, dans la périphérie de Mopti, les maîtres de la terre, les miliciens de Gandakoy sont à l'entraînement. Nous avons des soldats, nous avons des caporaux, et nous avons des sergents. Il existe une demi-douzaine de milices comme celle-ci dans la région de Mopti. Gandakoy est la plus importante. Elle a été créée dans les années 1990 pour lutter contre la rébellion touareg. Présentez-vous. Section. Out. Repos. Mise en sommeil pendant une quinzaine d'années, la milice renaît aujourd'hui de ses cendres, avec un nouvel ennemi, les groupes islamistes du nord du pays. La plupart des membres de Gandakoy n'ont ni armes ni uniforme. Et pour toute nourriture, un peu de bouillon et du riz à chaque repas. Mais il ne manque pas de détermination, à commencer par les femmes. C'est les filles à part, les hommes à part, les garçons à part. On compte une trentaine de femmes pour 1500 hommes. Leur désir de reconquête, elles le puisent dans les expériences qu'elles ont vécues sous la férule des islamistes. Les femmes ont trop souffert à Gao. J'ai vu une vieille qui partait au marché avec ses 2 filles. Ils ont pris les filles, ils les ont embarquées de force dans le pick-up pour les amener à leur camp. Les islamistes les ont violées toute la nuit. Le matin, ils les ont jetées au bord de la route. Et nous sommes allés les chercher pour les ramener et les soigner. Les barbus ne sont pas venus ici pour défendre l'islam. L'islam ne se fait pas avec la contrainte. Ils sont arrivés dans ma radio à Douenza pendant que je présentais mon émission. J'étais toute seule. L'homme a braqué son arme sur moi en hurlant « Encore un mot sur ta radio et je te tue ». Après, ils ont tout pillé. Une terreur qui, chaque jour, pousse davantage de Maliens à chercher vengeance. Cet homme arrive de Tombouctou. Il vient de retrouver son fils aîné qui étudie ici, à Mopti. Traqué jour et nuit, il a fui sa ville, à pied. Pendant 14 jours, il a marché 500 km dans le désert et il a perdu 10 kilos. Accompagné de son fils, il vient raconter son histoire aux hommes de la milice Gandakoy. Pourquoi tu viens nous voir? Qu'est-ce qui t'est arrivé à Tombouctou? J'ai fui Tombouctou à pied, à travers la brousse, jusqu'ici. J'avais pas le choix, je risquais ma vie. Mais pourquoi tu risquais ta vie? Quand les islamistes sont rentrés à Tombouctou, l'armée régulière a fui la ville. Et en partant, les militaires m'ont confié des choses pour que je les cache. Mais c'est quoi que tu as caché? Des armes. Ils sont venus chercher mon fils de 6 ans et l'ont torturé pour trouver la cachette. Il a parlé et ils l'ont libéré. Après, ils sont revenus et ils ont creusé.
Mais il n'y avait plus les armes, je les avais déjà déplacées. Vraiment, tu as du courage. S'il plaît au bon Dieu, tout ça va se terminer très vite. T'es un héros, merci. Un héros pour son fils aussi, très fier de son père, et qui le montre aussitôt. Je veux m'inscrire. S'inscrire où? Au Gandakoy. Gandakoy, ah, pourquoi tu veux t'engager? Dis-moi pourquoi tu veux t'engager. Ben, pour venger mon père et mon frère. Il ne faut pas que tu aies l'esprit de vengeance. Ne garde pas tout ça dans ton cœur. Tu es prêt? Je suis prêt. Qu'est-ce qu'il faut qu'il... Non, il ne fait rien que de nous fournir 4 photos, un acte de naissance. Et c'est fini. Et il rentre. Et il rentre. Des formalités réduites au minimum pour partir faire la guerre. Et une tradition incontournable pour chaque recrue, couche-toi, verse l'eau sur lui. Le baptême. Allez, rampez. Ouais, c'est bon. Roulez, 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 roulez. Carvé, lève-toi. À partir de cet instant, les manches civils connaissent. À partir de cet instant, tu n'es plus un civil. Tu es un militaire. Tu es inscrit au mouvement patriotique malien de Gandakoy. Maintenant, c'est fait. Est-ce que tu es content? Oui, content. Ah, d'accord. C'est très bien. En cas de guerre, ces miliciens joueront le rôle de supplétifs de l'armée régulière. Une armée à laquelle les chefs de Gandakoy réclament des moyens et de la considération. Nous sommes à côté de notre armée. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu de l'armée. Tu as vu ce qu'on a, notre petit déjeuner? Nos amis qui sont là-bas, chaque matin, c'est les vaches qu'on tue, on abat, ils mangent bien. Mais nous, on a tout laissé. On n'a même pas un simple savon pour me laver. Mais on a tout laissé et venu ici pour la seule but, défendre notre territoire et libérer le Nord. À quelques centaines de mètres de là, l'armée, justement, prépare aussi la contre-attaque. Mais contrairement aux miliciens de Gandakoy, pas question d'accueillir les journalistes dans les casernes. L'état des forces en présence doit rester secret. Alors, c'est à l'occasion d'un exercice que le colonel Didier Dacko nous reçoit. On fait rapidement le débriefing. Aujourd'hui replié sur Mopti, il rêve de revanche et il y a de quoi. C'est lui qui commandait l'armée à Gao quand les rebelles ont pris la ville en avril dernier. Une déroute dont il aurait identifié la cause et qu'il dit avoir surmonté. Accroché avec l'ennemi après en temps de repos, entraînement. Voilà. Il y avait beaucoup plus un problème de morale, un problème d'engagement au combat. Et c'est à cela que nous avons travaillé depuis que nous sommes ici. Et là, nous avons relevé beaucoup de défis. Et c'est par rapport à cela que nous disons que l'armée est aujourd'hui fin prête pour vraiment effectuer les mouvements sur les régions occupées. Il se dit prêt. Mais l'armée malienne ne lancera certainement pas de contre-attaque sans l'appui de la CEDEAO. Car en face, l'opposition des groupes islamistes s'annonce farouche. La chute du régime de Kadhafi a beaucoup contribué à faciliter cette invasion de personnes étrangères avec un arsenal relativement conséquent sur le territoire malien. Nous sommes en face de groupes terroristes. Pas que nous craignons, c'est à ça que nous attendons en fait. Guérilla urbaine, il y a des possibilités d'avoir des guérillas urbaines. Et nous sommes prêts à cela. Ils peuvent tenir une ville, nous on peut tenir une ville. Que fait l'armée quand on est face à des enfants de 10-12 ans armés? La réponse est relativement simple. On est devant un individu qui porte une arme. Vous êtes persuadé que cette personne peut tirer sur vous. Et quand une balle sort de la bouche d'un canon, ben, si elle vous atteint, vous mourrez. On ne va pas se laisser tirer dessus par des enfants, soit disant que c'est des enfants soldats. Le colonel Dacko se dit prêt à partir en guerre contre les islamistes dans le nord. Mais ce que craignent aussi les autorités de Mopti, c'est que les islamistes viennent à eux.
Le fleuve Niger, c'est le cœur battant de Mopti et son poumon économique. C'est la principale voie commerciale entre le nord et le sud du pays. Chaque jour, une cinquantaine de pinasses, ces gros bateaux chargés de marchandises, font le trajet. Ibrahim est pinassier depuis 30 ans. Avec l'arrivée des islamistes au nord, les tracasseries se multiplient. D'ici à Tombouctou, si on n'a pas de vent de face, il faut 3 jours de navigation. Mais quand on arrive au nord, on perd une journée car les barbus y fouillent tout. Il faut cacher le tabac, les radios, les cartes mémoire. Ils ne sont pas d'accord avec tout ça. Même les gris-gris, on est obligé de les planquer. Ils nous fatiguent trop. Les islamistes font perdre du temps et de l'argent aux pinassiers. Ils inquiètent surtout les forces de l'ordre qui craignent des infiltrations au sud du pays. Le capitaine Ibrahim Kaka patrouille chaque jour sur le fleuve avec ses hommes de la gendarmerie. On va aller contrôler cette pinasse là-bas. Leur mission, fouiller les embarcations qui font l'aller-retour entre le nord et le sud. La brigade fluviale est indispensable car il y a beaucoup de choses qui circulent sur le fleuve et tout le monde sait que le Mali est menacé par le terrorisme. C'est la grande crainte des autorités maliennes. Des attaques terroristes dans le sud du pays, à Mopti ou même à Bamako, menées par des islamistes venus du nord. Et vous là-bas, stoppez le moteur. Attention à vos pieds, on accoste. Mais dans ce bateau surchargé, il est difficile pour les hommes du capitaine Kaka de débusquer armes ou explosifs. Alors, il va surtout faire passer un message. Écoutez-moi bien. N'acceptez pas de prendre des bagages qui ne vous appartiennent pas. Il faut toujours savoir à qui vous avez affaire. Mopti est menacé par les islamistes qui cherchent à s'infiltrer. Au nom de Dieu, si je vois quelque chose d'anormal, je te promets, je te fais signe. Pour l'instant, aucun attentat n'a ensanglanté le sud du pays. Mais il y a quelques semaines, un Français qui tentait de rejoindre les islamistes du Nord pour mener le djihad a été arrêté à Mopti. La ville frontière vit dans un équilibre précaire, entre la crainte de l'embrasement et l'espoir d'un Mali à nouveau réunifié et pacifié. Nous vous emmenons maintenant sur un autre continent, en Asie, plus précisément au Myanmar, l'autre nom de la Birmanie. Après 50 ans de dictature militaire, le pays semble se tourner depuis 2 ans vers la démocratie. Par sa visite la semaine dernière, le président américain Barack Obama a voulu saluer cette transformation d'une rapidité étonnante. Le Myanmar a, en l'espace de quelques mois, autorisé des élections libres, mis fin à la censure et libéré des centaines de prisonniers politiques. Dans les rues, de nouveaux bâtiments sortent de terre partout. Les touristes se bousculent devant des hôtels qui affichent complet et l'on pourra bientôt payer par carte bancaire. Quant à savoir ce qui est encore interdit et ce qui est déjà autorisé, même la police ne le sait pas. Tout est arrivé si vite. C'est pourquoi, si l'euphorie règne, certains craignent tout de même qu'il ne s'agisse que d'une illusion. Mais Karl Gierstorfer et Carsten Stormer ont rencontré des personnes qui sont déterminées à tester les limites de leur nouvelle liberté. Les Myanmar Girls, le premier véritable groupe pop de l'histoire de la Birmanie, n'en sont qu'un exemple. 2012. Après 60 ans de dictature, la Birmanie vient de vivre son premier été de liberté. Officiellement, les 54 millions de Birmans n'ont plus à avoir peur de leurs dirigeants qui leur ont promis la démocratie. L'ouverture politique est venue brusquement et de façon inattendue. Le pays entre maintenant à pas de géant dans la modernité.
Les Myanmar Girls sont l'un des symboles de ce changement. Depuis l'ouverture du régime, le groupe est plus sollicité que jamais. Le girl band le plus célèbre du pays fait le grand écart entre musique pop et politique. Les filles sont en plein préparatif. Le week-end prochain, elles se produisent devant le gratin du monde économique birman. Le choix des chansons est délicat et les jeunes filles hésitent entre pop et chants traditionnels. Dans la nouvelle Birmanie, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Quel est le problème? Je croyais qu'elle chantait faux, mais en fait c'était moi. C'est une vieille chanson de l'époque de nos grands-mères, quand elles étaient jeunes et célibataires. Les jeunes filles de leur génération ne portaient ni pantalon ni mini-jupe. Tout était très différent. Je crois qu'elles n'avaient pas le droit de parler à voix haute ou de rire bruyamment. Aujourd'hui, les filles font beaucoup de bruit. Si ces filles font du bruit, c'est pour se faire entendre. Give a girl time, more. Give a girl time for the girl. Give a girl. I'm just a girl in the world. I'm just a irregular girl. I'm a girl from the land of Myanmar. Try to sing loud so my voice reach far. Never girls like any other girls in the world. Le grand rêve de la nouvelle Birmanie, ne plus être le vilain petit canard de l'Asie du Sud-Est. Les Birmans regardent vers la Chine pour sa puissance économique et vers la Thaïlande et le Vietnam pour leur liberté. La dictature avait étouffé tous les potentiels. Aujourd'hui, les possibilités paraissent infinies. Au Strand, le meilleur hôtel de Rangoon, les Myanmar Girls s'apprêtent à monter sur scène. Autrefois, elles devaient soumettre préalablement leur texte à la censure. Aujourd'hui, elles se demandent jusqu'où elles peuvent pousser leur personnage de femme émancipée. Il y a beaucoup d'hommes dans le public. On ne peut pas être trop sexy, trop bruyante, trop sûre de nous. Il faut qu'on joue les timides. Dernière inspection de l'organisateur. Sa réputation est en jeu. Nettoyez-moi ces saletés. Freddy Lin est le plus grand organisateur d'événements en Birmanie. C'est lui qui décide qui fera carrière ou non. Il peut être très drôle. Mais il peut aussi être froid et sévère. Parfois, il nous fait un peu peur. Les filles nous disent que chaque concert est spécial. Mais elles savent bien que celui-ci est très particulier. En Birmanie, la politique et les affaires vont de pair. Les conservateurs sont toujours à l'affût, à l'ombre des réformateurs. Qui sait combien de personnes dans cette salle se réjouissent vraiment de l'ouverture politique? Combien regrettent l'ancienne époque, qui ne présentait que des avantages pour l'élite du pays? Cette élite vivait aux dépens du peuple birman. U Ne Win en a fait l'expérience dans sa chair. Il ne croit pas aux promesses de démocratie faites par le régime. Les militaires ont juste retiré leurs uniformes pour former un gouvernement soi-disant civil. Mais ils sont toujours au pouvoir. Malgré ces réformes, la Birmanie n'est toujours pas une démocratie.
Tout cela sert uniquement à maintenir la junte au pouvoir. En 1988, U Ne Win était étudiant. Il est descendu dans la rue pour réclamer la démocratie. Cela lui a valu 14 années de prison. Il a été torturé et brisé physiquement. Malgré cela, sa famille n'a jamais cessé de penser que la résistance était la seule option possible. Non, je n'ai pas reproché son combat à mon père. Au contraire, j'en suis fière. Mon père lutte pour son peuple, pour son pays, pour la démocratie en Birmanie. Je n'y en ai jamais voulu. 3 générations vivent sous ce toit et combattent le pouvoir en place. Malgré la récente ouverture politique, la famille a du mal à oublier ce que le régime leur a infligé. Cette photo, par exemple, a été réalisée par les services secrets pour identifier les habitants de la maison lors des contrôles surprises à leur domicile. Tout visiteur était soupçonné d'être un ennemi du régime et pouvait être arrêté. Aujourd'hui encore, la famille de U Ne Win vit sous surveillance. Les services secrets observent notre équipe de tournage depuis l'autre côté de la rue. U Ne Win n'est pas le seul à avoir connu les geôles birmanes. Sa fille a aussi été emprisonnée. La grand-mère de la famille était inconsolable. Elle m'a manqué terriblement. Je m'occupais d'elle depuis qu'elle était toute petite. Et d'un coup, elle n'était plus là. Je pensais tout le temps à elle. Et j'ai beaucoup pleuré. Le crime de Pio Pio, avoir porté secours aux victimes du cyclone Nargis qui a ravagé le pays en 2008 et fait 100 000 morts. Elle avait quitté la ville pour venir en aide aux rescapés. Au lieu d'envoyer des secours, le régime a dépêché les services secrets pour l'arrêter. Elle a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir créé une organisation humanitaire illégale. Elle n'avait que 17 ans. Le but était de nous briser psychologiquement. Ils ont employé différentes méthodes. Ils nous ont isolés pour nous démoraliser, pour nous pousser à la dépression et à nous mépriser nous-mêmes. Nous devions regretter nos actes. Seuls ceux qui étaient les plus forts mentalement, les plus déterminés, ont résisté à cette torture. Nous accompagnons Pio Pio à une association d'étudiants dont elle est membre. Là encore, on nous conseille de ne pas filmer en extérieur. Réclamer la liberté et la démocratie reste délicat en Birmanie. Depuis les réformes, les services secrets ne débarquent plus impunément. Mais les étudiants restent sous surveillance. En ce moment, on bénéficie effectivement d'une certaine liberté de réunion. Mais ce n'est qu'une façade, puisque ce n'est pas inscrit dans la loi. Les autorités nous tolèrent. Il n'y a pas de vrai changement. On est juste un peu plus libre qu'avant. Mais tout peut basculer. Ils peuvent toujours nous mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, ils le font. Ils peuvent nous arrêter à tout moment. On n'a aucune garantie. Ces jeunes ne sont pas encore convaincus de la sincérité des réformes politiques. Ils étaient adolescents quand ils ont participé aux manifestations des moines bouddhistes en 2007. Filmer ces manifestations a été leur premier acte de résistance. L'expérience a été fondatrice pour beaucoup d'entre eux. 1 an plus tard, je suis passé dans la clandestinité. Les services secrets m'ont recherché. Ils sont venus plusieurs fois chez moi. Mes voisins m'ont pris pour un délinquant. Les services secrets font exprès de salir notre réputation. Mes parents ont fini par me mettre à la porte. Plus tard, ils m'ont repris uniquement par pitié. Mais depuis, je n'y suis jamais retourné.
Les étudiants prennent déjà la nouvelle génération en main. Pio Pio donne tous les jours des cours à des enfants défavorisés. Elle leur enseigne l'anglais, les mathématiques, la physique et la culture générale, autrement dit les valeurs de la démocratie. Si une vraie démocratie arrive un jour en Birmanie, il faut qu'on se tienne prêt à participer. On discute avec les enfants. C'est le meilleur âge pour former les esprits. Plus tard, il est difficile de les ramener sur la bonne voie. Pendant des décennies, la dictature a confiné les Birmans chez eux. Soudain, la modernité fait irruption dans leur vie. Ils découvrent Facebook, YouTube et Skype. Leur vie s'accélère et ils doivent s'adapter tant bien que mal. Les Myanmar Girls sont des filles pressées. Elles veulent la même vie que les jeunes des autres pays. Ce sont des modèles pour la jeunesse birmane. Vous les connaissez? Oui, bien sûr. Comment les trouvez-vous? Elles sont très belles. C'est la première fois qu'on nous dit ça. L'émancipation des femmes est au cœur du combat des Myanmar Girls. Elles veulent bouleverser l'ordre moral. Elles savent qu'ailleurs dans le monde, les filles de leur âge s'intéressent généralement plus à la mode et aux garçons qu'à la politique. Amoun, nous savons tous que tu n'as pas de petit ami. Mais si tu en avais un, comment ton père réagirait-il? Mon père adore sa petite fille. Alors, quand j'ai ramené un copain à la maison à l'âge de 16 ou 17 ans, il n'a pas apprécié du tout. Il le détestait. Il me disait tout le temps, « Tu es sûr de toi? Tu vas changer d'avis? Attends d'avoir 20 ans. » On aurait dit un petit garçon jaloux. Le père d'Amoun est pasteur. Il applique la Bible à la lettre, ce qui n'aide pas vraiment sa fille à trouver la bonne voie. Je m'inquiète pour elle. Il vaut mieux prévenir que guérir. Les parents doivent montrer à leurs enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'ils sont trop jeunes pour juger par eux-mêmes. Ils n'ont pas encore assez d'expérience. Mais il n'est pas facile de montrer la voie dans un pays qui comprend 135 ethnies et des adeptes de toutes les grandes religions. Sans compter que les Birmans ont été à la merci d'un régime autoritaire durant plus d'un demi-siècle. La censure officielle a été levée en septembre. Soudain, il est devenu possible de dénoncer les abus sans craindre d'être arrêté. Le Myanmar Times tente de faire du journalisme de qualité depuis 12 ans. Jusqu'à récemment, le défi était loin d'être gagné. Les rédacteurs devaient soumettre leurs articles à la censure. Le résultat final convenait rarement au directeur de la rédaction. Mais depuis septembre, c'est enfin un directeur heureux. On peut enfin dire qu'on fait un bon journal. On publie d'excellents articles. À quoi vous sert le stylo rouge? À plus rien du tout. Si les rotatives tournent à plein régime, c'est aussi parce que le Myanmar Times lance un magazine art de vivre.
Le directeur de la rédaction ne nous cache pas qu'il a de grandes ambitions pour cette nouvelle publication. Autrefois, elle aurait été soumise à la censure. Il aurait fallu retoucher cette photo pour que la jupe descende jusque-là. Pour cacher les cuisses, ou alors la photo aurait été carrément rejetée. La société birmane est très conservatrice. Avant, on ne pouvait pas montrer trop de jambes. Ici aussi, c'est trop court. On voit ses fesses. On aurait supprimé. Là, c'est pareil. Quelle horreur. La photo aurait été rejetée. Au revoir. Une presse libre, des magazines art de vivre, Facebook, YouTube et la société de consommation. Après la levée de la censure et des sanctions, la Birmanie doit assimiler toutes ces nouveautés en l'espace de quelques mois seulement. Mais le pays n'est pas encore totalement libre et l'on ne peut toujours pas parler de tout. L'ouverture politique aiguise l'appétit des hommes d'affaires et les bonnes vieilles méthodes répressives leur permettent d'atteindre rapidement leur but. Nous accompagnons Colin à la campagne. Ce journaliste a filmé la révolte des moines bouddhistes en 2007. Il a transmis les images de la répression aux médias étrangers. Les autorités ne lui ont toujours pas pardonné. Je ne veux pas me montrer publiquement. Parce que les journalistes qui ont filmé à l'époque sont encore considérés comme des membres d'une organisation illégale. Nous essayons quand même d'informer l'opinion de manière indépendante sur les violations des droits de l'homme dans notre pays. Colin a appris que des riziculteurs étaient expropriés sans dédommagement. Il tente d'en savoir plus. Il a rendez-vous avec des femmes qui disent avoir des informations. Jusqu'à récemment, ces militantes risquaient plusieurs années de prison si elles collaboraient ainsi avec un journaliste. Aujourd'hui, plus personne n'a peur, bien que les services secrets soient encore sur nos talons. Elles m'ont dit où c'était. 70 paysans ont perdu leurs champs. Au total, il s'agit de plus de 1200 hectares. Au début, personne ne savait qui était derrière ces expropriations. Mais je viens d'apprendre que c'est le gouvernement. Il y a aussi un investisseur dans l'histoire, puisque les champs ont déjà été revendus. Des murs ont été érigés autour des terres concernées pour signaler le changement de propriétaire. Derrière ces murs, à 2 pas des champs encore cultivés avec des bœufs, quelqu'un construit des usines. Mais qui? On parle d'un investisseur chinois. La Chine est le principal partenaire commercial de la Birmanie. Colin apprend que les paysans ont été expropriés dès 1988. À l'époque, aucun n'avait osé protester. Ils ont recommencé à cultiver leurs champs il y a quelques années seulement. Aujourd'hui, l'ouverture politique attire les investisseurs. On ne fait pas grand cas de la population locale. Ceux qui sont derrière cette expropriation, quels qu'ils soient, ne s'attendent pas à une vive réaction des paysans spoliés qui se laisseront faire, comme cela a toujours été le cas dans le passé. Ils nous ont expropriés pour construire des usines sur nos champs. Que vont-ils construire exactement? Je ne sais pas, des usines. Avez-vous été indemnisé? Non, on n'a pas été indemnisé. Vous n'avez reçu ni terre, ni argent? Non, on n'a rien reçu du tout. Alors, de quoi vivez-vous? Comment gagnez-vous votre vie? On est obligé de travailler comme journalier. C'est vraiment un coup dur pour nous. Au village, les paysans montrent à Colin de vieux documents attestant qu'ils sont propriétaires des terres concernées. Il y a un an encore, ces papiers ne valaient rien.
Aujourd'hui, ils justifient leurs revendications. Ces paysans ont très bien compris qu'en démocratie, le droit de propriété est garanti. Nous réclamons un dédommagement parce que nous avons maintenant un gouvernement élu par le peuple. Nous pensons qu'il va nous défendre. C'est pour cela que nous attirons l'attention sur l'injustice dont nous sommes victimes. 70% des Birmans sont des paysans. Après des décennies de silence, ils élèvent la voix désormais. Les dirigeants vont-ils les écouter, leur reconnaître des droits et les sortir de la misère? C'est sans doute la question essentielle dans la nouvelle Birmanie. Les Birmans se savent observer, mais les autorités les laissent tranquilles. Colin est habitué à être surveillé. Ce qui est nouveau, c'est qu'on ne l'arrête plus dès qu'il essaie de faire son métier de journaliste. Il teste les limites de sa nouvelle liberté, tout comme les étudiants. Le temps de la révolte muette est terminé. Désormais, les Birmans revendiquent leurs droits haut et fort. Cette affiche dénonce les expropriations. Il y a un an, toutes les personnes impliquées auraient été arrêtées, ainsi que celles qui s'arrêtent devant l'affiche pour la lire. Nous demandons une indemnisation convenable. Aujourd'hui, les Birmans ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller sans que les services secrets n'interviennent. Mais ils s'en moquent. Plus personne ne pourra les faire taire. L'important maintenant, c'est de regarder la réalité en face et de la dénoncer. C'est notre devoir. La réalité, c'est aussi le fait qu'une partie de la population n'a jamais cessé de protester. Désormais, elle peut le faire sans craindre d'être réprimée et mise à l'écart. Un espoir unit le peuple, celui d'un avenir meilleur. Mais de quoi sera-t-il fait exactement? Personne ne le sait. Une nation libre est aussi une nation qui doit faire des choix. C'est plus facile pour la jeune génération que pour les anciens, qui n'ont jamais rien connu d'autre que l'oppression et l'aliénation. Pour Amun, un rêve se réalise. Son groupe vient de signer un contrat avec une maison de disques américaine. Dans un mois, elle sera à Los Angeles. Son père a donné son accord. Je vois bien que notre pays est en train de changer très vite. C'est pour cela que je laisse ma fille faire ce métier. Sa génération est différente de la nôtre. Ils connaissent plus de choses. Contrairement à leurs parents, ils savent se servir d'un ordinateur et d'Internet parce qu'ils ont grandi à l'ère de l'information. Ils regardent leurs parents de haut. C'est compréhensible. C'est pour ça que je ne discute pas. La chanteuse pop et le pasteur ont trouvé un terrain d'entente. Peut-être parce que chacun est fier de l'autre. Give a girl time, world. Give a girl time, give time for the girl. Give a girl. I'm just a girl in the world. I'm just a regular. Les Myanmar Girls ne représentent que l'un des nouveaux visages de la Birmanie. L'ouverture politique est arrivée au bon moment pour elles. Elles sont jeunes et talentueuses, et leur génération est la première à pouvoir décider librement de son avenir. Nous sommes heureuses de vivre ces premiers changements. Nous espérons que ce ne seront pas les derniers
et qu'un jour, la Birmanie sera un pays comme les autres. Et que nous serons des filles comme les autres. Après 60 ans d'isolement, les Birmans rêvent de devenir une nation démocratique comme les autres. Ils sont prêts à se battre pour cela. Dans cette période de transition, une seule chose est claire, ils excluent tous un retour à la dictature. Ils chérissent trop leur nouvelle liberté. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Rendez-vous sur notre site internet arte.tv pour y découvrir d'autres reportages. Vous y trouverez notamment notre nouvelle web-série intitulée « Les ruines du monde grec ». Nous avons choisi de sillonner la Grèce à travers les hauts lieux de son antiquité pour évoquer les difficultés qu'elle connaît aujourd'hui. Samedi prochain, direction Fukushima. 18 mois après l'accident nucléaire, nous irons à la rencontre de 3 familles d'agriculteurs qui vivent juste derrière la zone interdite. 3 familles, 3 destins, 3 avis sur l'avenir. Ne manquez pas ce reportage présenté par William Irigoyen. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Merci de votre fidélité. Bonne soirée et à bientôt.